Ok, difficile de passer après Caroline, mais je vais essayer de moi tenter quand même de vous recaptiver en vous parlant vraiment de l'impact des maladies parodontales sur la grossesse et surtout s'il y a un lien bidirectionnel. On se replonge à nouveau plus dans le dentaire, moins dans les complications de la grossesse. Donc, on vous l'a assez rabâché, vous l'avez compris, lors de la grossesse, on a une augmentation de l'œstrogène, de la progestérone, et en fait, ces deux hormones, elles vont avoir un impact très important au niveau gingival. L'œstrogène, ça va plutôt entraîner une diminution globale de la réponse immunitaire. Il va y avoir une diminution de la production de lymphocytes. Il va y avoir moins de chimiotactisme au niveau des polynucléaires neutrophiles et plus de phagocytose au niveau de ces mêmes polynucléaires neutrophiles. La progestérone, elle, de son côté, elle va augmenter la réponse inflammatoire des tissus, elle va stimuler la production des médiateurs de l'inflammation et ça va augmenter notamment la perméabilité vasculaire qui va permettre le passage donc, des bactéries au niveau de la vascularisation. Donc la prévalence de la gingivite gravidique chez la femme enceinte va de 30 à 100% des femmes enceintes. Il y a une énorme divergence, c'est énorme la différence entre 30 et 100%. C'est vraiment lié en fait au pays des études, la définition évidemment de la gingivite et des stades de grossesse qui ont été étudiés dans les différentes études. Mais ça veut dire quand même que la prévalence elle est importante. Dans tous les cas, c'est au moins une femme sur trois à minima. Donc, on a vu que la grossesse est favorisée l'établissement des maladies parodontales. Mais quels sont les effets de la parodontite? Donc là, on n'est plus sur une simple gingivite, on a déjà une destruction au niveau du système d'attache. On a des bactéries parodontopathogènes qui sont installées dans la cavité buccale avec une dysbiose. Donc quel va être l'effet de cette parodontite au niveau de la grossesse et surtout au niveau des complications de la grossesse? Donc elle en a abordé beaucoup, Caroline, juste avant moi. Nous, dans les études, ce qui est surtout abordé, c'est la naissance prématurée. Donc les enfants de faible poids de naissance et la prééclampsie. Donc, comment est-ce que la parodontite pourrait affecter le cours de la grossesse? Donc, moi, je vais vous présenter ce schéma qui est quand même assez connu. Donc, en haut à gauche, on a le schéma d'une bouche qui est atteinte de parodontite. On va avoir des bactéries et des sous-produits bactériens, des facteurs de virulence, qui vont être projetés au niveau de la vascularisation du système sanguin. Donc, on a une première option, soit ça va aller directement au niveau placentaire, et donc ça va créer une réponse inflammatoire et immunitaire au niveau de la zone placentaire. Soit les produits bactériens et les bactéries vont aller au niveau d'autres organes, et notamment au niveau du foie. Il va y avoir donc une production de facteurs inflammatoires, donc là on va parler plutôt d'une inflammation de bas grade, et ce sont ces produits, ces médiateurs de l'inflammation qui vont aller au niveau placentaire pour induire une inflammation au niveau du placenta et de la zone de fœtus. Et donc ça peut aboutir aux différentes complications de la grossesse. Donc, pour résumer, on a une voie directe. Quand on a une parodontite, on a un état qui est dysbiotique, du biofilm au niveau des tissus parodontaux, et il peut y avoir donc une dissémination tout simplement de ces produits au niveau de la vascularisation, ce qui peut directement aller au niveau du placenta, créer une inflammation au niveau de la zone placentaire, et donc on va avoir une bactériémie, et donc ça peut induire des complications. Soit, je le redis, voie indirecte. Dans ce cas-là, on va directement aller solliciter le foie. Il va y avoir une production importante de cytokines qui va stimuler la production de prostaglandines. Et ça peut entraîner une inflammation très importante avec donc les contractions utérines, une rupture prématurée des membranes, voire de la prééclampsie. Ça a été montré, il y a des bactéries parodontopathogènes qui ont été retrouvées au niveau des liquides amniotiques des femmes qui sont atteintes de parodontite. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une migration qui est possible de ces bactéries, comme dans tous les organes, au niveau du fluide amniotique. La conséquence, ça va être quoi? Ça va créer évidemment de l'inflammation. On peut avoir une malnutrition fœtale, et donc avec évidemment une perturbation de la croissance. Il peut y avoir une hypertension qui peut contribuer à la prééclampsie, voire à la mort intra-utérine du fœtus. Donc, le porphyromonase gingivalis, entre autres, c'est un des nombreux parodontopathogènes, il est aussi présent dans la cavité buccale des femmes qui ont accouché sans que ce soit dans le cas d'une prééclampsie ou d'une prématurité, mais dans des taux beaucoup moins importants que les patientes qui, elles, étaient atteintes de parodontite. Donc il faut bien avoir en tête que la colonisation bactérienne au niveau placentaire, elle va induire une réaction inflammatoire qui peut donc altérer la structure placentaire et par la production évidemment de cytokines, et donc qui va perturber la circulation sanguine. Comme ça a été vu avant, la circulation sanguine, ça va être les nutriments pour le fœtus,
et donc ça va altérer sa croissance, voire induire une complication au niveau de la grossesse. Si on reprend ce schéma, il va nous montrer donc les 3 différents mécanismes qui peuvent interagir. Vous avez A, B, C, lorsque des bactéries telles que Porphyromonas gingivalis vont être disséminées dans la vascularisation. Soit A, on va avoir directement une réaction en fait au niveau placentaire suite à la présence de la bactérie et de ses facteurs de virulence, donc notamment les gingivopaïnes. Deuxième action, on peut avoir une réponse inflammatoire au microbiome placentaire qui est devenu dysbiotique, comme dans la cavité buccale, on passe de la symbiose à la dysbiose en cas de maladie parodontale. Quand on a des parodontopathogènes qui vont au niveau du liquide amniotique, on va là aussi passer d'une situation de symbiose à dysbiose avec la formation du coup d'inflammation évidemment. Enfin, troisième option, on a un biofilm qui est dysbiotique au niveau de la cavité buccale. On va avoir beaucoup plus de facteurs inflammatoires, une inflammation de bas grade, la production de cytokines, et dans ce cas-là, on va avoir ces médiateurs de l'inflammation qui vont avoir une action au niveau placentaire et au niveau du fœtus. Donc là, c'est la référence, c'est la revue systématique, le consensus qui avait été fait entre l'Association américaine de parodontologie et la Fédération européenne de parodontologie. Donc la revue systématique, c'est une revue évidemment qui est très précise et très contrôlée au niveau de tous les articles qui ont été publiés. Ça avait été initialement fait en 2013 et revu en 2017, mais 2017 c'est déjà ancien. Les conclusions de ce consensus, c'était qu'il y avait une association qui était faible, mais significative entre la maladie parodontale et la prématurité ou le faible poids de naissance. En revanche, on avait une association significative entre maladie parodontale et prématurité pour cause de prééclampsie. Les femmes qui souffrent de parodontite ont 2,85 plus de risque d'avoir une prééclampsie qu'une patiente qui n'a pas de parodontite. Et donc ce chiffre il est extrêmement important parce que c'est beaucoup, quasiment 3 fois plus de risque de prééclampsie. Pourquoi est-ce que l'association elle est faible pour les autres maladies parodontales? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque en fait, qui sont communs entre les complications de grossesse et la parodontite, notamment l'obésité, l'hypertension, le tabagisme, le stress, le niveau socio-économique. Donc c'est pour ça que ça limite également l'association. Mais il faut aussi avoir en tête que l'étude que Caroline vous a présentée tout à l'heure, c'est 2021. Moi, ce que je vous présente, c'est 2017. Il n'y a pas de consensus plus récent. Donc, évidemment, ça mériterait un nouveau consensus pour qu'on ait de nouvelles recommandations, des nouveaux chiffres qui peuvent alerter nos patientes et les motiver, évidemment, à traiter leurs problèmes parodontaux. Le problème, c'est que est-ce que le traitement parodontal va permettre de diminuer le risque de complications? Et malheureusement, les preuves sont insuffisantes pour montrer qu'un traitement parodontal pendant la grossesse va permettre de limiter l'apparition des complications. Là aussi, les limites dans les études, c'était le moment de réalisation du traitement parodontal, si le traitement parodontal a abouti à un succès ou pas, la santé parodontale. Et donc des essais cliniques randomisés sont absolument nécessaires, mais c'est très compliqué les essais cliniques sur les femmes enceintes, puisque elles n'ont pas non plus envie qu'on teste des choses sur elles pendant leur grossesse. Malgré tout, moi ce que je veux qu'on retienne comme message, c'est que le meilleur traitement, c'est la prévention. Le traitement parodontal, par ailleurs, il est sans danger pour la femme enceinte ou pour le fœtus. Donc, il est important de diminuer dans tous les cas l'inflammation chez nos patientes. Et on a vraiment, en plus, même si l'association elle est faible pour certaines pathologies, une association qui a été démontrée entre les complications de la grossesse et la maladie parodontale. J'aimerais que juste qu'on revoie ensemble les recommandations pour la prise en charge de la femme enceinte au cabinet dentaire. Donc, il est vraiment important qu'on adapte nos soins dentaires aux femmes enceintes pour leur confort, pour la sécurité du fœtus. Et c'est des simples petits ajustements qu'on peut faire qui vont nous permettre en fait de bien les prendre en charge. Au premier trimestre, prudence maximale. On essaye vraiment de faire les soins uniquement urgents pour ces patientes. Comme l'a dit Caroline, c'est la période d'organogénèse. Donc c'est une période qui est très importante pour le développement du fœtus. Donc le moins on touche, le mieux c'est. Le deuxième trimestre, ça va être la période qui va être optimale. La patiente, elle va être en forme, elle va avoir moins de nausées, donc c'est une période de choix pour réaliser des soins dentaires. Elle est encore mobile, elle est encore confortable, souvent moins stressée, etc. Troisième trimestre, on peut également réaliser les soins. En revanche, la patiente peut être beaucoup plus stressée, il faut faire des séances courtes parce qu'elle va être beaucoup plus fatiguée. Et il faut surtout faire très attention au syndrome de la veine cave. La veine cave, ça c'est éviter une compression en fait, au niveau vasculaire pour ne pas limiter tout simplement l'afflux sanguin au niveau du fœtus. Donc là aussi, c'est priorité aux urgences et surtout des séances qui sont courtes. Au niveau des anesthésies, vous pouvez le réaliser à tout moment de la grossesse, à tout moment.
du début à la fin. Il n'y a aucune tératogénicité au niveau des anesthésies. On essaie de privilégier l'articaïne avec une concentration en vasoconstricteur d'adrénaline à 1-200 millième. Vous pouvez aussi utiliser de la lidocaïne, la mépivacaïne si nécessaire. On fait une injection lente, tout simplement pour que ce soit moins douloureux pour la patiente. Il faut bien respecter la dose minimale qui est efficace. On ne va pas mettre 5 carpules si on n'a besoin que d'une. Et on fait une aspiration préalable pour éviter l'injection intravasculaire. Là aussi, il n'y a aucune contre-indication au niveau radiologique. Vous pouvez réaliser des radios, quel que soit le stade de la grossesse de la patiente, tant que l'examen il est justifié, en respectant les mesures d'optimisation du cliché, c'est-à-dire la patiente a une douleur sur une dent, je peux voir la pathologie avec une rétroalvéolaire, je fais une rétroalvéolaire. La patiente a une pathologie au niveau de sa dent de sagesse, elle a un réflexe nauséeux, on n'arrive pas à aller placer le capteur, c'est compliqué, on peut réaliser une panoramique, vous n'êtes absolument pas en faute, évidemment on protège notre patiente, on met en place un tablier de plomb, mais toutes les radios, tant qu'elles sont médicalement justifiées, peuvent être évidemment réalisées. Vigilance extrême au niveau des prescriptions que vous faites sur les femmes enceintes. Au niveau de l'antalgique, on essaiera toujours de privilégier le paracétamol. Il faut être très attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont contre-indiqués à partir de 24 semaines d'aménorrhée. Lors d'une infection, on privilégiera l'antibiotique, l'amoxicilline, en cas d'allergie, la clindamycine. Et là, on est très, très, très vigilant sur tous les médicaments de la classe des antibiotiques qui sont tératogènes, les tétracyclines, les quinolones, les sulfamides, vous avez les 5 classes ici. La patiente peut aussi être plus sujette aux candidoses, aux mycoses buccales également. Donc, on a des antifongiques qui peuvent être prescrits et surtout des anxiolytiques si jamais il y a une inquiétude des soins qui doivent absolument être réalisés à cette période. Vous avez le site du CRAT, qui est le site en fait qui permet de noter la molécule que vous voulez prescrire à la patiente et il y aura directement indiqué quelle posologie vous pouvez réaliser, s'il y a une contre-indication ou pas, un risque pour le fœtus ou pas, tout simplement. Donc utilisez-le, c'est un outil qui est vraiment très efficace. Concernant les médicaments à usage topique, les antiseptiques, il n'y en a aucun qui ont d'autorisation de mise pour le marché pour la femme enceinte. Donc on privilégie ceux avec la chlorhexidine. On explique bien à la patiente qu'il faut le recracher. On ne l'avale pas, ce qui vous paraît logique évidemment. Et si on réalise une extraction, l'acide tranexamique peut complètement être utilisé. Au niveau de la cicatrisation, aucun problème pour mettre en place de l'acide hyaluronique ou du chlorhydrate de lidocaïne. Enfin, les conseils que vous donnerez aux femmes enceintes, pour moi, sont les mêmes que vous donnez à vos patients. Ça, c'est tiré de l'UFSBD. Brossage 2 fois par jour, utilisation d'un dentifrice fluoré, démonstration du nettoyage interdentaire, c'est vraiment très important. Il faut que vous ayez également des conseils qui sont personnalisés sur son alimentation, sur les risques d'érosion. Et vous avez vraiment un rôle qui est très important au moment de la grossesse. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre en charge ces patientes-là qui ont besoin de soins et pour lesquelles la prévention va vraiment apporter un vrai bénéfice au niveau de leur grossesse.